faut plus de réformes où on se les met au cul. En France comme ailleurs, on pleurniche pour augmenter notre pouvoir d'achat, alors que nous achetons déjà beaucoup trop. Je ne suis pas dupe de la misère qui existe, même dans les pays riches. Mais j'observe que parmi les pauvres des pays riches, beaucoup sont considérablement conditionnés et endoctrinés par le délire de l'hyperconsommation. Parmi ceux-là, que je ne juge pas, beaucoup dépensent beaucoup d'argent pour se payer des cigarettes, de l'alcool, des drogues licites ou illicites. Combien de mères qui gèrent des budgets serrés cèdent à la pression d'acheter à leurs enfants des baskets Nike à 100 € parce que dans les cours de récréation, pas moins qu'ailleurs, la rivalité ostentatoire exige de ne pas passer pour un blaireau, pour un bolos. Ne surtout pas avoir l'air d'un con parce qu'on n'a pas des vêtements de marque. La décroissance, soit on la subit amèrement, douloureusement, soit on la choisit et on construit son bonheur sur des bases moins matérialistes. Mais l'humanité ne peut échapper à la décroissance matérielle. D'ailleurs, nous l'avons oublié, mais à une échelle quasi planétaire, nous avons déjà connu des périodes de décroissance choisies. Par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, conscients d'une grave menace qui pesait sur le monde, les dirigeants des pays qui n'étaient pas encore envahis par le pouvoir nazi ont décidé de transformer radicalement leur économie en une économie de guerre. On a cessé de produire des voitures, des télévisions, des machines à laver pour réorienter les investissements vers les cultures vivrières et l'industrie militaire. Parce qu'il y avait une véritable volonté politique, tout ça s'est organisé très vite et très efficacement. Ce que nous avons été capables de faire pour gagner une guerre, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour gagner une paix véritable et durable ? Les solutions existent, il n'y a presque rien à inventer. Conscient d'une grave menace qui pesait sur le monde. La menace est bien plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 40. De mon point de vue, le modèle économique sur lequel repose le capitalisme a fait bien plus de ravages que les 2 guerres mondiales réunies. Si on se réfère à ces périodes de guerre, cette décroissance, elle était choisie à la tête des États, mais subie par les populations. D'ailleurs, ces périodes ont été synonymes de privation, dans les pays conquis et occupés surtout, mais beaucoup moins aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où on a mieux pu s'organiser pour préserver l'essentiel. Mais il n'en reste pas moins que les gens n'étaient pas préparés à vivre avec moins de confort matériel. Nous le sommes encore moins aujourd'hui dans les pays riches. À ce jour, pour la plupart des gens, la décroissance semble synonyme de frustration, de régression. Mais la vraie modernité se situe dans la sobriété matérielle. Si on se sert un tant soit peu de son intelligence, on doit se demander ce qui doit décroître et ce qui doit croître. Puisque le paradigme matérialiste doit être remplacé par un autre, alors ce serait quoi le nouveau paradigme ? Je pense que la courbe verte est une bonne base pour le définir. Aujourd'hui, au tournant de notre adolescence jouisseuse, baignant dans le délire de la toute-puissance, la courbe matérialiste n'est déjà plus exponentielle. Elle ne décroît pas encore, mais elle croît moins vite. Parallèlement, il y a une indéniable progression des consciences, individuellement et collectivement. Des millions de gens sont en train de changer leur mode de vie, et ils influencent peu à peu d'autres à faire comme eux. Il y a des raisons de se plaindre que ce mouvement est trop petit ou trop lent. Tout est relatif. Et j'ai en mémoire des propos tenus par Stéphane Hessel. Cet héroïque résistant à la barbarie nazie nous rappelait parfois qu'après la débâcle de l'armée française en 1940, les résistants n'étaient qu'un minuscule groupe d'individus. Mais leurs idées, leurs actions, leur détermination et leur courage en ont inspiré d'autres. Et on connaît le dénouement de cette guerre et l'immense puissance d'opposition. Mais en 1940, l'armée nazie semblait pourtant invincible. Elle ne l'était pas. Dans ce combat pour l'écologie, les militants commencent à se sentir moins seuls. Je m'en réjouis, mais mon combat est bien au-delà de la cause écologique. Imaginons un truc objectivement, scientifiquement impossible.
Si la nature était plus résiliente qu'elle n'est, si elle se régénait aussi vite qu'on la détruit, je ne resterais pas peinard chez moi, béat devant le spectacle navrant d'une cupidité qui ne serait pas nuisible à cette hypothétique nature inviolable. Je critique un mode de vie et j'en promeus un autre. Et le mode de vie que je réfute, il ne rend personne heureux. Même pas les puissants, les cyniques. Ah, pour jouir, ils jouissent. Mais les plaisirs compensatoires sont très fugaces. Il faut les renouveler en permanence. Et on arrive au bout de quelques années à une saturation, à un non-sens déprimant ou suicidaire. Pour beaucoup, hélas, il faut un burn-out, un AVC ou un cancer pour enfin ouvrir les yeux sur la vanité de cette quête frénétique qu'on nous a survendue dans la propagande capitaliste. La rivalité ostentatoire, c'est à celui qui pisse le plus loin. Les plus gravement atteints par cette maladie sont millionnaires ou milliardaires, mais toute proportion gardée. Les pauvres ont des symptômes similaires et souffrent de la même maladie. À mes yeux, c'est ça la plus grande pauvreté. Je trouve difficile d'avoir de l'empathie pour les plus gros pollueurs, les chefs de guerre, les politiciens corrompus, les plus cyniques dirigeants. C'est vraiment dur de se montrer compréhensif et tolérant avec ceux qui détruisent le règne du vivant. Mais parfois j'y parviens, et je leur souhaite sincèrement d'être heureux, très heureux. J'ai très peu de conviction, mais j'ai acquis celle-ci. Ils ne seront jamais heureux en accumulant des richesses matérielles, en voulant être au sommet d'une pyramide et en vivant dans le mépris de ceux qui sont en bas de cette pyramide. Le système pyramidal est mortifère et moribond, autant dire suicidaire. Ceux qui en jouissent abondamment s'y accrochent de façon cynique et pathétique. Le mépris des autres est assez proche de la haine de soi, si j'ai bien compris. Sans ce pilier fondateur d'une estime positive de soi, par soi, on boitille, on béquille, on vivote par procuration, on tourne en rond dans le cercle vicieux des compensations, même dans un confort matériel luxueux. Le développement durable du monde est intrinsèquement lié au développement durable de soi. Soyez le changement que vous voulez voir advenir. Ah, tu cites une bien belle phrase de Gandhi. Oui, ce changement intérieur, je l'assimile à une sculpture de soi. Et c'est peut-être la plus belle œuvre d'art qu'on puisse offrir au monde. Sans changer radicalement nos manières de voir, de penser, de vivre, il n'y a guère d'avenir radieux à espérer. La radicalité est-elle indispensable? À l'échelon individuel, non. Les bobos peuvent prendre leur temps, peinard. Même en achetant bio, ils peuvent consommer 3, 4, 5 planètes, en se payant des voyages en avion à l'autre bout du monde. C'est pas eux qui paieront la dette, c'est pas eux qui paieront la note, c'est les pauvres d'aujourd'hui et les anciens gosses de riches de demain. Les générations futures, c'est surtout eux qui vont payer nos dettes. Mais faire sa part ne suffit plus, mon petit colibri. Demain, il sera trop tard pour éteindre l'incendie. Kaloun, c'est un chanteur engagé comme moi. Et il a dans une de ses chansons, il dit d'une manière très pertinente que la radicalité, c'est prendre les choses à la racine. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le had anarchique.